Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, on va affronter des créatures diaboliques avec notre clan de vikings enragés dans le jeu A Viking's Tale. Donc les créateurs de A Viking's Tale m'ont contacté pour m'envoyer un prototype de leur jeu qui va être lancé sur Kickstarter le 7 septembre. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je vis en Suisse et puis les créateurs de ce jeu, c'est deux frères qui vivent en Suisse, qui ont lâché leur job pour pouvoir poursuivre leur passion qui est de créer des jeux. Je suis toujours content de pouvoir mettre en avant des gens qui sont de la communauté locale de jeux, donc dans ce cas-ci des Suisses. Donc ça m'a fait plaisir d'accepter leur demande, de présenter leur jeu, d'expliquer leurs règles et puis de dire ce que j'en pense. Cependant, ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y aura pas une version francophone de ce jeu. Donc c'est quelque chose que j'ai parlé avec les deux frères parce que bien sûr mon public est français. Ils m'ont dit que le jeu sera que en anglais et en allemand, mais ils veulent quand même que je vous le présente parce qu'à l'avenir ils vont bien sûr avoir une version francophone. Il y a beaucoup de texte sur les cartes, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais ou l'allemand, je vous déconseille fortement de vous procurer A Viking's Tale. Mais si vous êtes capable de comprendre, c'est sûr en plus qu'une fois qu'on connaît les cartes, on sait ce qu'ils font. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc sans plus tarder, regardons la mise en place. Ensuite, je vais vous montrer comment jouer et on va finir par répondre à la fameuse question: on joue-tu à ça, A Viking's Tale? Donc pour la mise en place de A Viking's Tale, c'est très simple. On va faire 4 pioches avec les différentes créatures. On va retourner la première carte de chaque pioche. Ensuite, chaque joueur va se prendre une couleur. Donc, on va prendre les 5 cartes vikings de cette couleur-là. On va placer la pioche équipement à la portée de tous les joueurs. On va faire la même chose avec la pioche Destiny. On va donner une carte à chaque joueur pour commencer la partie. Et on va donner la carte du premier joueur au joueur le plus jeune, qui sera donc le premier joueur. En plus de ça, on va donner une fiche de points à tous les joueurs, en plus d'un petit crayon. Si vous jouez à 2 joueurs, très important de rayer la dernière colonne qui est ici et aussi d'enlever un paquet de créatures, donc une pioche de créatures. Donc, une manche dans Viking's Tale va être composée de 9 phases. La première chose qu'on va faire dans une manche, c'est qu'on va prendre, chaque joueur va prendre une carte équipement. On ne peut jamais avoir plus de 7 cartes dans nos mains. Donc, en début de partie, on aura 7 cartes parce qu'on aura nos 5 vikings, la carte destinée du début et la nouvelle carte équipement. À aucun moment, on peut avoir 8 cartes. C'est pas genre, on en a 7, on prend une 8e, on en défausse pour être à 7. On peut jamais être à 8 cartes. Ensuite, la deuxième phase, ça va être de jouer une carte viking avec des cartes équipement si on veut. Donc, peut-être, disons par exemple, je vais prendre celle-ci, je vais la jouer avec une carte équipement qui est ici. Je peux décider de mettre autant de cartes équipement que je veux sur mon viking ou je peux même décider d'en mettre aucune. Ensuite, tous les autres joueurs placeront aussi à leur tour un viking. Sachez que c'est possible qu'ils mettent leur carte derrière la vôtre, donc on pourrait même avoir une colonne de vikings comme ça. Mais par contre, il n'y a qu'un seul viking qui peut attaquer la créature, donc ça veut dire que si quelqu'un se place derrière, c'est qu'ils sont en train de manigancer quelque chose, ils vont peut-être essayer de passer avant toi avec certaines habiletés. Donc, je vais juste finir de vous expliquer la phase avant de vous montrer ce que chaque viking fait parce qu'ils ont tous des habiletés spéciales. Une fois que chaque joueur a placé un viking, on peut, c'est optionnel, on n'est pas obligé, chaque joueur peut placer une carte destinée entre une colonne et la créature. Donc, on peut avoir plusieurs cartes destinées sur la même colonne, mais sachez que les cartes destinées qui sont dans ces colonnes-là vont affecter toute la colonne. Donc, si vous en placez une sur une colonne où vous êtes, elle vous affectera aussi, même si c'est un effet négatif. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape numéro 4, qui est l'étape de la bataille. Donc, c'est là qu'on va révéler toutes les cartes et on va résoudre les effets. Donc, avant de résoudre les effets, on va regarder ensemble ce qu'ils font les différents vikings. Comme ça va être plus facile de comprendre comment résoudre une bataille. Donc, chaque clan de vikings a 5 cartes vikings, donc de 1 jusqu'à 5. Et sachez que tout le monde a les mêmes cartes 1, 2, 3 et 4. La seule carte qui est unique à chaque clan est la carte numéro 5. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin de vous expliquer les autres cartes 1 à 4. Donc, le viking numéro 1 qui est le guerrier. Donc, ça veut dire que lui a une valeur d'attaque de 1. Donc, c'est le plus faible. Par contre, ce viking-ci va gagner plus 1 à son attaque si on le jumelle avec une carte équipement. Attention, on peut faire ça qu'une fois. Ça veut dire que si moi je place 2 cartes équipement sur ce personnage, ben, ça veut dire que j'aurai, exemple dans ce cas-ci, on peut voir l'exemple, ces 2 cartes équipement me donnent plus 1 chaque, donc ça veut dire que 1
plus un 2, plus un autre, ça fait 3. Et puis en plus de ça, vu que j'ai joué au moins une carte équipement, ça me fait un autre point additionnel. Donc lui, il aurait une valeur d'attaque de 4. Le scout a une valeur d'attaque de 2. Par contre, si vous réussissez à tuer un ennemi avec le scout, vous pouvez immédiatement piocher une carte destinée et puis l'ajouter à votre main. Encore une fois, si vous n'êtes pas déjà à cette carte. Le forgeron qui est très similaire au scout, donc si on gagne un combat avec lui, on va se prendre une carte équipement et on va l'ajouter à notre main. Donc le sage a une valeur d'attaque de 4, donc c'est aussi un des plus forts. Et puis lui, ce qui est génial avec lui, c'est qu'il ne va pas être affecté par les cartes destinées. Ça veut dire que si lui, on le retourne dans une colonne où il y a une carte destinée qui aurait un effet négatif, par exemple, il ne sera pas affecté par cette carte. Et puis pour finir, on a les 5 chefs de clan qu'on appelle ici les Jarls. Et puis eux, c'est donc les personnages les plus forts. Ils ont une valeur d'attaque de 5. Par contre, leurs effets sont tous différents. Peu importe lequel vous avez de ces chefs-ci, ils vont tous s'activer de la même manière. C'est-à-dire que le texte qui est écrit ici dessous, il ne va pas s'activer si vous utilisez cette carte-ci, mais seulement si vous l'épuisez. Ça veut dire quoi épuiser une carte? Ça veut dire la retourner dans l'autre sens. Quand on épuise une carte, ça veut dire que cette carte-ci n'est pas disponible pour le reste de cette manche-ci. À la fin de la manche, on peut la retourner et elle sera disponible pour la manche en cours. Donc ça veut dire que le pouvoir de chaque Jarl, ça veut dire qu'il ne faudrait pas jouer cette carte-ci pour activer son pouvoir. Exemple, moi je joue mon 2 dans une ligne et puis je montre aux autres joueurs que j'épuise mon Jarl ici et puis je vais pouvoir activer ce qui est écrit sur celle-ci. Dans mon cas, mon chef à moi me permet de donner une attaque de plus 2 aux vikings que je joue. Donc ça veut dire qu'ici, mon scout aurait une attaque de 4. Donc peut-être que moi j'ai envie de faire ça parce que comme ça, si lui il gagne, je vais pouvoir me prendre une carte destinée. Puis moi j'ai peur que lui il se fasse tuer. Donc je vais lui mettre une attaque de 4. Très important, hein, parce que si moi je joue cette carte-là, je ne peux pas faire son pouvoir. C'est simplement que c'est le personnage le plus fort, donc c'est sûr qu'il y a des meilleures chances de gagner, mais son pouvoir n'est pas activé, c'est simplement quand on l'épuise. On va aussi regarder ce que les 3 autres chefs font. Donc, par exemple, celle-ci, si vous décidez d'utiliser son effet, donc de l'épuiser dans votre main, ça va vous permettre de immédiatement prendre une carte équipement. Ça veut dire peut-être que vous allez pouvoir vous en servir ce tour-ci. Donc, cette carte-ci vous permet, donc si vous avez le chef des joueurs bleus, si vous décidez d'épuiser cette carte-là, ça veut dire que vous allez le droit d'aller chercher la carte destinée d'un autre joueur, vous allez lui voler, et puis lui, il va s'en prendre une nouvelle. Par contre, vous devez immédiatement la jouer, celle-ci, dans une des colonnes. Et puis finalement, le dernier des chefs, donc le chef rouge ici, si vous décidez d'épuiser cette carte-là, ça veut dire que le viking que vous allez jouer, vous allez pouvoir attendre pour le jouer en dernier après tout le monde. Une autre façon qu'une carte peut être épuisée, c'est si par exemple, moi je retourne ma valeur et j'ai la même valeur d'attaque que la créature, donc pas une attaque qui est moindre. Ça veut dire que si on est à égalité, alors à ce moment-là, il est épuisé. Il va quand même compter dans ma limite de cartes, donc je ne peux pas prendre une carte additionnelle en disant « Ah, mais celle-ci est épuisée ». Elle va quand même compter dans ma limite de cartes. Si moi je vais attaquer avec une carte de valeur moindre que la créature, ou peut-être qu'un joueur a joué une carte destinée qui a fait descendre ma valeur d'attaque, et puis donc je suis à une valeur moins que le monstre, alors je suis blessé. Une carte qui est blessée ne retourne pas dans notre main, elle va rester face ouverte comme ceci devant nous. Et à ce moment-ci, cette carte-ci ne compte plus dans ma limite de cartes en main. Donc là, je pourrais prendre une carte additionnelle lorsqu'il sera le moment de prendre des cartes d'équipement. Elle ne va pas compter comme une carte qui est en main. Revenons à mon exemple d'avant. Si moi, le premier joueur, je choisis de me placer ici devant cette créature-ci avec une carte équipement et que le prochain joueur vient se mettre derrière moi ici avec aussi une carte équipement, pourquoi est-ce qu'il ferait ça le joueur jaune? Ben, simplement parce qu'il y a des cartes équipement qui ont ce symbole-ci qui nous dit « Ranged Attack ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une attaque à distance. Et puis les attaques à distance vont se résoudre avant les attaques normaux qu'on dit de corps à corps. Donc ça veut dire que si le joueur qui se place ici, je vous montre sa carte, lui il a joué un 2 avec un plus 2 avec un arc qui fait donc range. Ça veut dire que lui, il va tirer avant moi, ainsi il va tuer le monstre et puis moi j'aurai plus personne à attaquer, donc moi je vais tirer dans le vide. Les deux joueurs ici, on va enlever nos cartes équipement qui vont retourner dans la défausse et ces cartes-là vont revenir dans notre main. Ils ne seront pas épuisés, pas blessés parce qu'il n'y a personne qui s'est fait mal ce tour-ci. C'est juste que moi j'ai frappé dans le vide et puis l'autre a réussi son attaque. Donc les deux vont retourner dans nos mains. Ensuite on va résoudre les autres et ça va être la fin de les batailles. Donc on a 5 différentes cartes équipement qu'on va pouvoir utiliser pendant le jeu. Donc
La plus simple, c'est bien sûr l'épée. Ça vous donne simplement plus 3 à votre valeur d'attaque. Il n'y a pas d'autre d'effet à cette carte-là. Si vous portez une armure, ça veut dire que vous avez peur de peut-être vous faire blesser ce tour-ci. Vous vous souvenez quand j'ai dit d'être blessé, ça veut dire qu'on va jeter notre carte devant nous. Par contre, celle-ci, si vous portez l'armure, à la place d'être blessé, vous allez simplement la retourner dans votre jeu épuisée. Ensuite, on a le javelin et la petite armure. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que vous allez ignorer tous les effets qui sont écrits sur les cartes des créatures, excepté pour une carte qui est le gros méchant de ceux qui sont dans l'eau, donc le Venomous Fang. Donc quand vous voyez celle-ci, celle-ci, elle ne peut pas être ignorée. Mais tous les autres, vous pouvez ignorer l'effet des cartes créatures. Ensuite, on a les deux cartes d'attaque à distance, donc la hache et l'arc. La hache, c'est tout simple, vous ajoutez plus 1 à votre valeur d'attaque, en plus de pouvoir tirer à distance. L'arc vous permet de tirer à distance avec une valeur de plus 2. Par contre, une fois qu'elle est utilisée, le viking qui a utilisé cette carte va revenir dans votre main épuisé. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas l'utiliser le tour d'après. Et pour finir, on a la dague, qui est un peu l'équipement qui met beaucoup de piquant dans ce jeu, parce que qu'est-ce que ça fait, la dague? Ça vous permet d'assassiner un autre viking. Donc, je vais vous montrer comment faire ça en revenant à notre exemple d'avant. Moi, j'étais le premier joueur, j'ai placé ma carte ici. Le joueur après moi se met derrière moi, et puis, disons qu'on a les deux autres qui sont là, tac et tac. Et puis maintenant, c'est le moment de montrer les cartes. Donc moi, je montre que j'ai un 3 avec une armure. Le joueur derrière moi révèle qu'il a sa carte avec l'assassin. Donc l'assassin va toujours jouer avant toute autre attaque, donc avant les attaques à distance. Il va devoir assassiner mon viking. Donc en temps normal, ça veut dire qu'il serait blessé. Par contre, j'ai mon armure, donc il ne sera pas blessé, mais il retournera dans ma main épuisé. Attention, si vous décidez d'attaquer le viking, vous n'allez pas en plus de ça attaquer la créature. C'est un ou l'autre. Si vous aviez joué la dague et puis qu'il n'y avait personne devant vous, vous allez simplement ajouter plus 1 à votre attaque ici. Je vous montre un autre exemple ici. Disons que le joueur qui est devant aurait décidé de placer sa dague, mais il n'y a personne devant lui, et puis celui qui est derrière lui joue avec un arc. On ne peut pas assassiner quelqu'un qui est derrière nous, bien sûr, parce que c'est vraiment genre, c'est comme si on backstabait quelqu'un. Donc, c'est vraiment que ceux qui sont devant nous qu'on peut attaquer avec la dague. Donc, dans ce cas-ci, vu que je n'utilise pas l'action de la dague, c'est quand même l'arc qui va passer avant. Donc, dans ce cas-ci, l'attaque à distance va passer avant l'attaque tout simple. Donc, ça veut dire que ce serait le joueur vert ici qui tuerait le monstre. Et puis le joueur jaune ici avec sa dague, il frapperait dans le vide et puis donc il aurait gaspillé sa dague. Certaines cartes vont avoir la mention Fury dessus, ce qui veut dire un peu rage. Donc vous voyez, il y a aussi des cartes destinées qui ont cette mention-là. Ça, quand on voit ça sur une carte, ça veut dire que c'est absolument la première chose qui doit être faite quand on va résoudre les combats. Donc ça passe même avant l'assassin et puis ça passe avant les attaques à distance. Maintenant, passons à la prochaine phase. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a résolu le combat? Donc, on va sortir la carte. Et puis, donc, moi, je l'ai tué avec mon 5, mon Jarl. Donc, je vais aller à ma feuille de points. Je vais regarder c'est quoi le nom du personnage que j'ai utilisé pour faire cette attaque. Donc, vous voyez, c'est le Jarl. Donc, je vais aller ici en bas au Jarl. Et puis, je vais mettre une croix dans le champ où j'ai fait mon attaque. Donc, dans ce cas-ci, ce serait ici, dans la deuxième zone. Pendant la partie, on va donc accumuler plein de attaques. Donc, peut-être que j'aurais tué un monstre plus tard avec encore une fois le 5, mais cette fois-ci dans ce champ-ci. À tout moment, quand on arrive à faire 3 X qui suivent comme ça, donc 3 croix, on va faire une petite ligne ici. Et puis moi, je vais me faire le bonus qui est écrit ici. Donc, bien sûr, plus votre personnage est fort, plus petit sera le bonus. Par exemple, si vous réussissez à faire 3 croix avec le guerrier, ça vous fait un bonus de 5 points. Tous vos points, vous allez les noter ici. Donc, si je tue une créature qui est normale et non un boss, les boss sont ceux qui sont de valeur 5. Donc, moi, je viens mettre une croix à l'endroit où je l'ai tué. Je vais mettre un point. Donc, je vais venir faire une coche ici. Et je vais vérifier si j'arrive à faire un bonus. Si j'arrive à faire un bonus, alors comme j'ai dit avant, je vais faire ma ligne. Je vais prendre mon bonus. Donc, dans ce cas-ci, 1. Je vais aller le rajouter en haut. Aussitôt qu'un joueur fait un bonus de points, il va l'annoncer et on va regarder c'est quel joueur qui a le moins de points. Et puis ce joueur-là va prendre une carte destinée. C'est une façon d'aider les joueurs qui sont un peu en retard d'essayer de se rattraper. Aussi, s'il y a plusieurs joueurs qui sont à égalité en dernière position, ils vont tous prendre une carte destinée.
Notez que, par exemple, si moi j'ai déjà pris mon bonus ici parce que j'ai les 3, je ne pourrais pas en reprendre un parce que là, je dis, regarde ici, j'ai aussi 3. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, comme je l'ai mentionné auparavant, chaque deck de créatures a un boss par deck. Donc, ça, c'est ceux qui sont de valeur 5. Si on réussit à tuer un boss de valeur 5, on va s'ajouter 2 points au lieu de 1. Et on va aussi mettre une croix à l'endroit où on a tué un monstre. Notez aussi que si vous avez décidé d'utiliser une carte dague, et puis donc vous n'avez pas tué un monstre, mais vous avez tué un viking, ça vous donne 1 point, et vous pouvez décider sur quelle zone vous voulez mettre votre croix. Bien sûr, il faut que ça respecte celui qui a utilisé la dague, mais vous pouvez choisir dans quel champ vous voulez mettre la croix. Donc la dernière chose qui va nous rester à faire avant de commencer une nouvelle manche, c'est de remplacer toutes les cartes qui ont été vaincues. Donc si on a tué un boss ou n'importe quel monstre, on va simplement retourner une nouvelle carte. S'il y a un paquet où on n'a pas encore tué le monstre, on va simplement le prendre et le remplacer par une nouvelle carte. Donc on ne va pas jeter la carte. Là, le deck va continuer. Donc voilà, on montre les nouvelles cartes. Ceux-ci qui n'ont pas été battus vont retourner derrière la pioche. Sachez qu'à la fin d'une manche, tous les joueurs peuvent choisir de défausser 2 cartes destinées afin de réanimer un viking qui était blessé. Donc un qui était sur la table, qui avait été blessé. C'est comme ça qu'on peut le retourner dans notre main. Et donc on va commencer une nouvelle manche. On va tous prendre une carte équipement, à moins d'être déjà à cette carte. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de partie qui va être déclenchée soit de 2 façons. Donc soit parce qu'un joueur est arrivé à 31 points ou s'il y a un paquet de créatures donc, où on a tué la dernière créature, donc disons cette manche-ci, on a tué la dernière, il n'y a plus de créatures ici, alors on arrête immédiatement la partie et on regarde qui a le plus de points. Je voulais aussi juste parler des cartes destinées. Donc il y a différents types de cartes. Il y en a qui vont mettre exemple -3 à la valeur de la créature. Il y en a qui vont donner +2 à la créature. Donc ça, c'est surtout une carte qu'on va jouer à nos adversaires. Ce serait un peu idiot de la mettre dans notre propre colonne. Il y en a aussi des fois qui vont dire, exemple, tous les vikings dans cette colonne-ci vont perdre 2 d'attaque. Ou même des fois, il y a des cartes comme celle-ci qui vous permettent d'enlever tous les habiletés des vikings dans cette colonne-ci. On a même celle-ci qui vous permet de sortir directement le boss et de l'attaquer ce tour-ci. Si vous ne réussissez pas, il retourne sous la pioche. Et puis, on a aussi celle-ci où on peut mettre cette carte-là pour que les vikings dans cette colonne-là soient obligés d'attaquer les 2 premiers monstres de cette colonne-ci. Comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de texte sur ces cartes-là. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec soit l'anglais ou l'allemand, ça va être quand même assez difficile de se rappeler qu'est-ce que ces cartes-là font. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on joue à Viking's Tale. Alors maintenant, c'est le temps de répondre à la question, on joue-tu à ça à Viking's Tale? Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai trouvé ça très ingénieux, la façon de faire des points, c'est-à-dire d'avoir justement ces champs et puis de devoir essayer de trouver une façon de faire les bonus. Donc on a souvent une cible qu'on a très envie d'aller tuer avec notre viking parce que c'est celle-là qui va nous amener cette croix à la place où on veut. C'est un genre de jeu de tic-tac-toe qu'on se joue avec nous-mêmes. En plus de ça, si on regarde les champs de nos adversaires, on peut regarder où est-ce que nous on pense qu'ils vont envoyer leur viking et puis surtout si celui-là il est en jeu. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très cool, en plus d'avoir plus de points avec des vikings qui sont moins forts, mais c'est sûr que ça donne un peu cet effet de risque de dire je vais quand même risquer d'attaquer ce monstre-là avec mon viking un peu plus faible parce que c'est celui-là qui va me donner plus de points bonus. J'avoue que c'est un jeu où j'ai trouvé ça assez simple de regarder ce que mes adversaires font puis d'essayer de deviner ce qu'ils vont faire. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé assez cool. On n'est pas tout là à dire mais attends, si je calcule... Non, si tu regardes son champ puis tu regardes les vikings qui sont en jeu, il y a une chance sur 2 que tu vas trouver le bon, que lui est en train de jouer face cachée. J'ai fait une partie à 2 et à 4 joueurs. À 2 joueurs, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. À 4 joueurs, j'ai fait une partie avec un groupe d'amis où on aime bien se faire des coups chiens. Donc c'est vrai que ça a beaucoup ralenti la partie parce qu'on était toujours en train de s'assassiner. Donc on allait toujours se placer derrière un autre pour pouvoir se tuer. Donc c'est sûr que ça a ralenti la partie parce qu'au lieu d'avoir un minimum de 4 vikings qui font au moins 1 point, on en a potentiellement que 2 ou 3. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte si vous pensez jouer à 4 joueurs, parce qu'on nous dit sur la boîte 45 minutes, nous on était après 1 heure de jeu, on était peut-être à la moitié des points que ça prenait pour gagner. Ça, c'est avec l'explication des règles, mais ça vous donne une idée à peu près de, je pense à 4 joueurs, il faut au moins compter une bonne heure.
Si on parle du matériel, je trouve que les cartes sont très belles. J'étais content de voir qu'il y a beaucoup des Vikings qui étaient des femmes, même ceux qui étaient les chefs de clan. Donc c'est cool, c'est très représentatif. Et puis en plus de ça, je trouvais que les boss, donc dans les créatures, le fait que le boss soit une carte unique, et puis les illustrations étaient très belles, surtout celui des Fire Giants. On dirait presque la couverture d'un album de AC/DC dans les années 80. En plus, en regardant sur leur site internet, j'ai vu qu'ils ont travaillé avec un artiste de tatouage pour les illustrations, donc j'ai trouvé ça très cool comme idée. Donc voilà, je pense que déjà, si vous aimez des petits jeux de cartes stratégiques et puis que la thématique des Vikings, ça vous intéresse, il y a beaucoup de bonnes choses pour vous dans ce jeu. Mais il faut tenir en compte, comme je l'avais dit avant, qu'il y a beaucoup de texte qui n'est pas en français. C'est tout pour moi cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes fan de jeux de société et que vous ne voulez pas manquer les vidéos qui s'en viennent. Aussi, n'oubliez pas de m'envoyer vos vidéos On joue-tu, comme ça je peux les mettre à la fin de mes vidéos. Et pour finir, il est encore possible de participer au concours 2500 abonnés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé pour me dire « Mais pourquoi tu mets toujours une image de le concours de 2000 abonnés? » C'est parce que j'en parle de ce deuxième concours-là dans cette vidéo-là. Écrivez-moi pas en privé pour me dire le code ailleurs. Ça, c'était pour le concours 2000 abonnés qui est passé. Mais si vous allez regarder cette vidéo-là à la fin, je vous explique comment participer au concours 2500 abonnés. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu?